Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages, ainsi que des épisodes solo relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotive talentueux, être soi autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de 1000 facettes. Bonjour Sacré Nana. Je suis très heureuse de t'accueillir pour ce premier épisode de ce podcast qui devient Sacré Nana. Et dans cet épisode, je te parle des grandes tendances, des raisons pour lesquelles je pense que c'est important une initiative comme Sacré Nana, parce que j'ai, à titre personnel, cette intime conviction qu'il y a toute une série de femmes qui ne sont pas toujours conscientes de leur puissance, ou peut-être qu'elles ont peur de leur puissance aussi, hein, pour certaines, et qu'entre autres, c'est une des raisons de notre suradaptation en tant que femme. Euh, et quand je dis notre, je me sens concernée. Il y a eu un chemin par rapport à ça. Euh, et pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment important d'accompagner ces femmes les femmes, les sacrées nanas, dans un processus de transformation plus en phase avec qui elles sont vraiment et au service de l'humanité. Et donc, comme régulièrement, je le fais à travers mon propre chemin. Je te partage mes réflexions. Je te livre ma vision de la sacrée nana à travers à la fois des exemples personnels, des constats, des croyances que j'ai pu repérer. Voilà, on se retrouve dans cet épisode. Alors, pour démarrer, moi, j'ai peut-être juste envie de replacer le contexte parce qu'on n'est pas toutes parties du même endroit. Mais en tout cas, ce qui m'a amenée à faire émerger ce qui émerge aujourd'hui, ben, vient probablement du fait que j'ai grandi dans les années 60-70 en tant que fille. Ce qui est quelque part amusant, c'est que mes parents étaient absolument convaincus qu'ils auraient un garçon. Et donc, ça, évidemment, ça a eu pas mal d'incidences sur ma manière de fonctionner. Ce qu'il y en a eu également, c'est ma maman qui n'a eu cesse de me répéter en me montrant des tas d'exemples autour d'elle et de nous, qu'il fallait que j'apprenne à avoir un vrai métier pour pouvoir un jour dire merde à un homme si j'en avais besoin. Alors, je ne sais pas d'où ça lui vient. En tout cas, je sais qu'il y avait pas mal d'exemples. Mes parents avaient un restaurant et régulièrement, elle me montrait des exemples. Je pense à une dame plus particulièrement qui manifestement avait fait le choix de faire un mariage Heu, argentée. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais en tout cas, elle avait épousé un homme qui avait beaucoup d'argent et cette femme ne semblait pas du tout heureuse et ma mère revenait toujours là-dessus. Voilà, ça disait probablement quelque chose de ce qu'elle, elle vivait par rapport à ça, mais en tout cas, moi, j'ai grandi avec, cette image-là, entre autres, et ce message qui est, bah, effectivement resté, bel et bien là. C'est sûr que ça conditionne, hein, alors avec les bons côtés, parce que j'ai développé très jeune des capacités de leadership, d'autonomie, de mise en action. Je pense qu'ils sont innés chez moi, mais ça a été renforcé, j'ai été encouragée là-dedans, avec un côté très, très yang, donc très masculin, donc je sais faire. Je sais mettre en action. J'ai, appris à mettre en action très, très jeune. À mettre en place des projets, ça c'est, facile pour moi, ça a toujours été simple et j'ai grandi dans un milieu où j'ai été encouragée, en lien avec ça. Par contre, la douceur et moi, ça n'a pas toujours été une histoire d'amour. Hem, Aujourd'hui, les personnes qui me connaissent peuvent m'attribuer des qualités de douceur et je sais qu'elles sont bel et bien là, mais j'ai dû réapprendre parce que ça n'était pas quelque chose avec lequel j'ai grandi, que j'ai appris. On ne m'a pas encouragée à aller dans la douceur et toute une série d'autres aspects. J'avais juste pas appris, en fait. Hem Et si je veux même être tout à fait claire, pour moi, la féminité, en tout cas dans le regard que j'avais, ça se résumait à soit tu es faible parce que tu es à la merci,
en l'occurrence d'un homme ou même de certaines femmes, ou un modèle de séduction fatale. Ça m'a toujours horripilée. En tout cas, pour moi, c'est compliqué. Ça n'a jamais été mon truc, mais à aucun moment, en tout cas étant jeune, il me semble, ou alors j'ai oublié, et c'est peut-être le cas, avoir eu un modèle de féminité comme étant quelque chose de chouette. Oui, ou alors quelque chose de maternel, mais même ça, j'ai pas grandi dans une atmosphère, dans une ambiance, dans un milieu, on va dire, où j'ai appris à rassembler toutes ces facettes de la féminité, parce qu'il y en a tellement. Non seulement où je n'ai pas appris à rassembler toutes ces facettes, mais je n'ai pas non plus à rassembler toutes les facettes à la fois féminines et masculines qui peuvent être complètement complémentaires. Et ça, c'est ce qui est vraiment très chouette. Je vais revenir là-dessus dans cet épisode. Parce que pour moi, il ne s'agit pas d'être juste dans de la féminité ou juste dans du masculin, c'est dans cette fameuse complétude et dans cette alliance de différentes facettes. Et Sacré Nana, c'est ça. Alors, tu entends que je joue avec les mots. Hein. Le mot sacré n'est pas là par hasard. Parfois, certaines personnes me disent « Ah oui, super, Nana ». Non, non, c'est pas super, c'est bien sacré, parce que le mot sacré, pour moi, a vraiment beaucoup d'importance. Et je vais y revenir. Et je vais revenir régulièrement dans ce podcast et dans les épisodes et dans toute une série d'initiatives que je commence à mettre en place. Et en même temps, dans le côté nana, il y a de la légèreté. Il y a quelque chose qui invite à ne pas se prendre la tête. Et quand on rassemble le sacré nana, il y a quand même quelque chose du sacré numéro. Waouh, cette nana, elle a quelque chose. Et j'aimerais tellement pouvoir aider, accompagner, inspirer toute une série de femmes qui m'écoutent à assumer ce côté sacré nana, à s'assumer dans toutes leurs facettes, c'est-à-dire en s'alignant avec leurs facettes, en incarnant ces multifacettes. Et je ne parle pas que du haut potentiel, du multipotentiel, de la haute sensibilité, ça en fait partie évidemment. Là, j'englobe toute une série d'autres aspects. Parce que nous sommes bien plus que notre intelligence, notre haute sensibilité. Nous sommes tellement de choses, à la fois en tant que femme, mais c'est vrai aussi pour les sacrés mecs. Hein, jusqu'aujourd'hui, pour moi, il y a quelque chose dans mon chemin qui fait que j'ai envie de m'adresser plus particulièrement aux femmes. Alors, moi, dans mon histoire, dans ma vie, j'ai aussi été entourée de pas mal de femmes qui m'ont montré un modèle d'autonomie. Je pense à ma marraine. Hein, j'ai d'ailleurs fait dans les précédents épisodes, dans la saison 1, Planète émotive talentueuse. Je fais un podcast sur l'enseignement. C'était vraiment un très, très chouette moment. Une femme qui s'est assumée en tant que féministe il y a déjà un certain temps, mais tout en me montrant aussi quelque chose de souple avec le côté masculin. Donc voilà, ça c'est chouette. Et j'ai eu cette chance de grandir dans ce milieu dans lequel la femme avait une place. Et ça, c'est quand même loin d'être anodin. Mais par contre, j'ai quand même des exemples de femmes très fortes, dynamiques, leaders, qui ne sont pas forcément connectées à leur féminité. Et une fois de plus, quand on parlait de féminité, enfin, pour moi, ça ne voulait rien dire. C'était voilà, un concept auquel je n'adhérais pas spécifiquement ou qui ne me parlait pas, outre ce que je t'ai partagé juste avant. Alors, ce que j'ai envie de te partager aussi, c'est que à l'heure à laquelle au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai 57 ans, donc il y a évidemment tout un chemin, et c'est un chemin de vie. Je ne vais pas te raconter toute ma vie, je la raconte régulièrement par morceaux, donc ce n'est pas le but de te raconter. Donc voilà, j'ai choisi des extraits, des moments, des présupposés, des croyances qui m'ont connecté effectivement à ce côté très masculin. Et puis j'ai aussi choisi des moments de vie, des partages qui montrent à quel moment et comment ça a pu switcher de manière assez générale, bien entendu, parce qu'on n'a pas 5 heures pour ce podcast. Mais voilà. Alors oui, hein, je te disais que je suis passée par bien des stades. J'ai envie de te partager peut-être une partie de mon enfance. En tout cas, je sais que jusqu'à un certain âge, j'étais
très, très connectée à mes intuitions. Je peux même dire au monde subtil. Aujourd'hui, je reviens à ça, et je l'assume, quelque chose que je n'aurais pas forcément assumé il y a encore peu de temps. Mais en tant qu'enfant, j'étais très, très connectée à tout ça. Hem Et puis je me suis, probablement fermée à ces aspects-là des choses pour alors, à mon sens, encore faut-il y donner, des raisons spécifiques, c'est pas très, très important, mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de voir que je me suis fermée. Bah, d'une part, parce que c'est pas forcément quelque chose d'accueilli, dans mon entourage familial. Je dis pas que je suis la seule à fonctionner comme ça, mais quand même aujourd'hui, je suis assez barge, hein, par rapport au reste de de ma famille et c'est complètement assumé. Les choses qui sont pas comprises et c'est OK. J'ai pas de souci avec ça. Pas besoin de convaincre, c'est là où je suis aujourd'hui. Et puis il y a eu, certains événements, traumatiques dans ma vie d'enfant, et au début non, c'est même enfant, c'est avant le début de l'adolescence, qui font que je me suis, dissociée de mes émotions. C'est un système de défense, dans lequel je suis rentrée et tant mieux parce que ça m'a permis entre guillemets «de survivre émotionnellement», hein. Ça fait partie heu, du chemin, j'ai envie de dire et du coup, quand on est là-dedans, bah, on se ferme de ses émotions, de ses sensations, on blinde au niveau, corporel, on ressent, plus grand chose ou en tout cas plus de la même manière, comme une carapace et donc les intuitions et cetera, ben, tout ça peut se fermer. Ça a été le cas chez moi, donc je pense que c'est également, une partie, de ce qui s'est joué. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, je me rappelle d'un épisode, vers, 11-12 ans, la dernière année d'école primaire en Belgique. Hem, on partait en tout cas à l'époque, en ce qu'on appelait classe de mer et c'était une semaine complète avec au milieu un week-end et les parents pouvaient venir nous voir le week-end. Or moi, j'ai les parents qui travaillaient dans un restaurant, donc pas question qu'ils viennent, à ma rencontre parce qu'ils n'avaient pas le temps. C'est assez amusant parce que, hem j'ai encore le souvenir de ma mère me raconte encore ça et j'ai ce souvenir bien précis. Une bonne partie des personnes de ma classe, alors j'étais dans une classe de filles, parce qu'à l'époque, les filles allaient à une partie de l'école et les garçons, ailleurs. Il y avait pas beaucoup de garçons si, en fait, il y avait des garçons. Attends, je suis en train de me tromper, c'est quand je passe en secondaire qu'il y a plus que des filles. Donc là, il y a encore des garçons. Hem, mais au moment où les parents repartent, il y a des pleurs compliqués et moi je pense que alors à la fois j'étais habituée, à ça, parce que j'ai été élevée quand même assez à la dure. Mes parents avaient déjà un restaurant, donc je les voyais moins que les autres enfants parce qu'il y avait des horaires décalés. Mais, je pense que j'étais déjà tellement dissociée que, bah, ça ne me faisait, ni chaud ni froid. Et quand je suis partie, aux États-Unis à 18 ans, j'étais encore très dissociée et j'ai pas du tout le souvenir que ça a été compliqué de quitter ma famille. Et c'est pas parce que j'aimais pas ma famille ou quoi, je me rappelle vraiment pas que c'était compliqué. Et j'ai revécu ça quand ma filleule est repartie, qui fonctionne un peu comme moi à l'époque, hein. Ma filleule est partie, en Argentine au même âge, il y a quelques années, et elle avait exactement le même mode de fonctionnement. Ça m'a permis de se reconnecter à ce moment-là et d'observer que, ben, voilà, il y a cette, dissociation en question. Hem, donc ça a été, une 1re chose. Qui montre déjà que tout le côté intuitif, féminin et cetera, c'est pas vraiment quelque chose, dans lequel j'ai baigné et puis, bah, oui, j'avais une maman qui a été très cool, par exemple, au moment du maquillage, mais très pragmatique aussi. Voilà, si tu veux te maquiller, tu peux te maquiller, mais, voilà, je te paye, une séance à l'institut de beauté pour qu'on te montre comment, quoi et basta. Très pratico-pratique. Alors avec le côté que c'était, accordé, mais il n'y avait pas de soins, il n'y avait pas de rituel là-dedans. Bon, parce qu'elle a été élevée comme ça, hein, c'est absolument pas un reproche, c'est juste une constatation, aujourd'hui. Et moi, je sais que quand, j'ai eu envie de jouer le rôle de belle-maman avec, bah, ma belle-fille, donc la fille de mon compagnon, mon ex-compagnon, il y a eu un âge où, on a pris ce temps-là, où j'ai eu envie de prendre ce temps-là avec elle, parce que je trouvais que c'était important et que je sais que moi, ça m'avait manqué. Voilà. Alors, il y a aussi eu dans mon enfance et mon adolescence toute une série d'injonctions,
Certaines viennent de ma famille, certaines sont culturelles et peu importe, une fois de plus, l'idée, c'est pas d'aller pointer quoi que ce soit, mais néanmoins, j'ai grandi avec ça. Sois belle et tais-toi. Moi, ça, j'ai entendu ce truc 50 000 fois. Donc, le sois belle, l'image à donner en tant que femme. Tais-toi, on disait pas ça à mon frère, hein. Au contraire, mon frère, lui, il avait toujours raison et jamais moi. Alors après, on peut l'expliquer de toute une série de manières. Je ne sais pas si c'était effectivement ce côté garçon-fille, mais néanmoins, moi, c'est ce que j'ai enregistré. Euh, Maman me disait souvent: «Chut, ne réveille pas papa», parce que mes parents avaient un restaurant et donc papa refaisait le service du soir à partir de 18h. Donc entre 16 et 18, il faisait sa sieste. Et puis surtout, c'était le papa roi, il ne fallait pas le déranger, c'était important. Et il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et puis bon, en même temps, on sait que dans les restaurants, moi, je voyais ça aussi. Papa, c'était le chef. Hein, il y a vraiment une connotation hein, en cuisine. Il y a le chef et je pense que c'est aussi lié à ce secteur-là. Hem, il y avait effectivement ce rôle du masculin tout puissant, et quand il s'énervait, tout le monde tremblait et personne n'osait lui dire quoi que ce soit. Il y avait ça également. Il y a eu des tas de choses comme par exemple l'argent de poche. Moi, mon argent de poche, il fallait que je demande à mon père. Alors c'était plus spécifiquement au moment où j'ai fait, mes études, après, mon retour des États-Unis à 19 ans. Il me disait: «Ben voilà, autant, et quand tu n'as plus d'argent, tu viens m'expliquer comment tu as dépensé ton argent et je t'en redonnerai en fonction de tes besoins». Mais en même temps, c'était pas en fonction de mes besoins parce que je devais justifier. Et donc moi, j'avais cette image de le masculin, l'homme qui donne de l'argent. Bah, même chose, mes parents travaillaient ensemble, donc je voyais ce rapport-là avec maman, OK? Puis j'ai eu un modèle parental, très dans l'action, hein. Ils ont travaillé énormément mes parents, donc pour gagner des sous, gagner sa vie, comme ils disaient, il faut travailler dur. Et alors là, ça, je peux vous dire que c'est quelque chose que j'ai vraiment acquis, donc c'est aussi très masculin et une fois de plus, sans mettre en avant c'est juste des constats, hein. Je ne suis pas en train de reprocher, ici, quoi. Et donc l'argent, ça se mérite, oui, oui, oui. J'ai aussi un épisode où à un moment de ma vie, vers, 19-20 ans, j'avais une mononucléose, j'ai arrêté les études, je m'étais lancée dans des études, je voulais travailler dans les assurances, puis je me suis très, très vite rendu compte que c'était pas du tout mon truc. Et donc maman m'a aidée à m'emmener à différents endroits sur les conseils d'amis et cetera pour que je puisse, découvrir certaines possibilités. Je m'en oublierai jamais. Je me suis retrouvée c'est une amie à ma grand-mère qui, nous avait proposé d'aller, rendre visite où il y avait les portes ouvertes dans une école de secrétariat. Et donc en fait, elle me proposait d'être, secrétaire. Alors, quand on me connaît aujourd'hui, on sait que c'est probablement pas, quelque chose dans lequel je me serais épanouie. Et en fait, moi, ça, je savais déjà. Mais alors, le sommet, c'est qu'elle avait dit à ma mère que toutes les filles qui sortaient de cette école faisaient un bon mariage. Alors, heureusement, maman n'est pas du tout là-dedans, mais je n'ai pas oublié. C'était, puis, il y a des modèles aussi. Moi, quand j'étais petite, ma grand-mère, elle me demandait toujours: «Qui c'est ton ami?» Parce que j'étais déjà entourée de beaucoup de petites copines. Et la question qu'on me posait, c'était: «Il fait quoi son papa?» Me demandais jamais ce qu'elle faisait sa maman. Alors je rigole aujourd'hui, mais c'est loin d'être anodin aussi, voilà. Et puis il y a des choses un petit peu plus intimes, plus féminines. Le moment des premières règles, c'est les moments importants pour les jeunes filles. Et moi, les messages que j'ai eus, c'est, bah, d'abord ma mère voulait voir. Heu et donc pour moi, ça a été excessivement, honteux et offusquant parce que c'est comme si elle ne me croyait pas. Et puis après, elle m'a dit: «Non, non, tu vas pas nager». C'était en plein été, il y avait une piscine chez mes parents et moi j'adorais aller, j'adore toujours nager d'ailleurs. Il y avait les copains qui étaient là, et pour moi, il y avait quelque chose de très honteux parce que d'abord, comment je leur expliquais que je pouvais plus aller nager? Moi, j'avais envie d'aller nager et donc je me rappelle, je sors à ma mère: «Bah, c'est pas grave, je vais mettre un Tampax», parce que moi, je voyais les publicités à la télé et puis j'entendais mes copines et ma mère: «Non, pas possible, tu peux pas mettre de tampon». Il y avait tout un truc pour ma mère, c'était devenir stérile. C'est amusant parce que j'ai pas eu d'enfant, pas parce que je suis stérile, mais quand même, hein, il y a quelque chose d'assez interpellant, là-dessus. Heu et j'ai, pour
prolongé avec ce côté sexualité. Moi, en fait, on ne m'a jamais expliqué. Ma mère, elle me parlait de petites graines, les choses. Moi, en plus, à l'époque, je ne savais pas que j'étais HPI, même en tant qu'adolescente, il n'y avait pas, à mon époque, Internet, etc. Et quelque part, heureusement, parce que ce qu'on voit sur Internet au niveau de la sexualité aujourd'hui, c'est vraiment pas la sexualité que j'aurais envie de montrer à, à des jeunes, à mes enfants si j'en avais eu. Et ça a été le cas avec mes beaux-enfants. On a beaucoup parlé de ces aspects-là. Euh, mais, mais moi, quand on me parlait de petites graines, à un moment donné, ben, arrête, quoi, parle-moi d'autre chose, quoi, montre-moi. Voilà. Et ça n'a pas été le cas parce que la génération de mes parents n'était pas là-dedans, la génération de ma mère n'était pas ouverte à ça. Voilà. Ça change aujourd'hui, mais néanmoins, je remarque quand même que à l'époque où j'accompagnais énormément, que ce soit en coaching ou que ce soit en thérapie, j'ai eu, en tout cas chez les jeunes femmes jusqu'à 25 ans à peu près, quasi systématiquement des questions sur Nathalie, est-ce que je suis obligée de faire ça? Nathalie, est-ce que c'est normal telle ou telle chose? Nathalie, je ne sais pas comment m'y prendre. Où est-ce que je peux me renseigner? Donc, c'est quand même loin d'être anodin, tout cet aspect-là des choses. Voilà. Alors, euh, ça, c'est une première partie de ce que j'avais envie d'amener. Euh, et puis, il y a eu un point qui est quand même loin d'être anodin chez moi aussi, c'est que je me suis mariée très jeune. Je le dis souvent en rigolant, il y a un côté précoce sur ça aussi. Moi, j'avais 23 ans quand je me suis mariée, donc fiancée à 22 ans, c'est super jeune. Moi, aujourd'hui, quand je vois ma dernière filleule, ma petite dernière, elle a 23 ans, je me dis, mince, j'étais déjà mariée à son âge et ça me permet de mesurer combien c'était tôt. Et puis, j'ai divorcé au bout de 6 mois. Et ça a complètement changé, parce qu'évidemment, je n'ai pas divorcé en me disant que je m'étais trompée. J'ai divorcé parce que voilà, il y a eu une grosse trahison, peu importe laquelle. Ça a complètement chamboulé ma vision de la femme que j'étais, du mariage, parce que moi, je voyais le mariage comme une institution sacrée. J'étais élevée là-dedans. Alors, peut-être pas sacrée au sens de ce que je vois aujourd'hui, mais ça a chamboulé pas mal de choses. Et en l'occurrence, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que, alors je rigole en disant ça aujourd'hui, mais je ne me suis pas mariée avec un homme de mon milieu. Ça, ma grand-mère vous aurait dit ça, paix à son âme. Euh, et en fait, c'est comme si je l'avais payé, comme si c'était mérité parce que je n'étais pas rentrée dans les rangs et que je n'avais pas fait ce qu'on m'avait dit de faire. Enfin, c'est aussi loin d'être anodin. Ce qui est aussi amusant, c'était une époque à laquelle j'ai travaillé dans les cosmétiques et puis ensuite chez Christophe. Le Christophe, c'est les couverts en argent, c'est l'argenterie. Et alors, à la fois, les cosmétiques, il y a ce côté très féminin, il y a le côté traditionnel dans cette institution qu'est cette orfèvrerie Christophe. Et c'est assez amusant parce que j'ai travaillé à l'époque, j'ai démarré comme responsable du marketing. Là, on était en Belgique, la première filiale à promouvoir ce poste. Donc, j'avais un boss également concerné par le haut potentiel, ce que je ne savais évidemment pas à l'époque, ni pour moi, ni pour lui, et qui était assez novateur dans ses idées. Et donc, il avait proposé de créer ce poste-là et ça a été par la suite dupliqué dans d'autres filiales. Mais ce qui est quand même assez amusant et assez dingue, c'est qu'un jour, je suis arrivée en tailleur pantalon. Alors, un très, très beau tailleur pantalon, puisque je l'avais même porté à un mariage. Moi, je me suis souvent sentie à l'aise en pantalon. OK. Je n'oublierai mais jamais la réceptionniste de l'époque, Godelieve, elle s'appelait. Elle s'appelle toujours, j'imagine, qui me voit rentrer. Mais ça devait être ma deuxième semaine dans la boîte. Et je l'entends dire. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? À milieu d'imaginer ce qu'elle va me dire, je me dis, non, 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 on ne pouvait pas rentrer comme ça. Je ne peux pas rentrer comment? Non, 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 ça, c'est pas possible. Et en fait, elle me dit, on ne peut pas porter de pantalon en tant que femme dans la société. Alors là, moi, du haut de mes... j'avais quel âge? J'avais 23 ans, parce que c'était juste après... ouais, 23, 24. C'était juste après mon divorce. Euh,
Et là, pour moi, c'était juste un truc de dingue. Alors, heureusement, j'en ai discuté avec mon boss qui m'a dit, moi, je m'en fous complètement. Vous portez ce que vous voulez, du moment que c'est à l'image de la boîte. Et je veux pas de jeans parce qu'effectivement, il y a une représentation à avoir dans une société de luxe, puisque Christophe est un orfèvre de luxe, hein, orfèvrerie en général est associée au milieu du luxe. Mais, et il m'avait dit, mais quand même, on va pas les énerver quand on va à Paris dans la famille, parce que c'est une société qui, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, était gérée par toute une famille très, très à cheval sur les traditions. Il m'a dit, on va pas les énerver. Si vous savez porter une jupe comme ça, ils nous foutent la paix. Et voilà. Ok. Mais à l'époque, j'ai dit oui, parce que je n'avais pas d'autres moyens. Aujourd'hui, je dirais juste, bah non, je mets ce que j'ai envie de mettre. C'était aussi dingue parce que ce que j'ai entendu dans cette boîte-là aussi, c'est mais c'est qui ces femmes? On a de plus en plus de femmes dans cette société. C'était un des, je les appelle les ancêtres aujourd'hui, mais qui assistaient quand même au comité de direction. On leur demande pas de prendre la parole tout le temps. Mais c'est dingue, hein. Pourtant, j'étais payée par cette boîte et je me rappelle qu'à l'époque, mon boss de Bruxelles m'avait dit, alors au moins il avait cette capacité à entendre les idées des femmes comme étant de bonnes idées. Donc, jamais eu aucun problème avec lui sur ça, mais il me demandait de les écrire. Et puis, lui prenait la parole et il disait, alors il avait ce mérite aussi de dire, ma collaboratrice me propose d'eux ou me demande, etc. Donc, il me réattribuait les propos, mais c'était dit à travers la parole d'un homme. C'est, je pouvais pas, moi ni les autres femmes alentour de la table, se positionner. C'est complètement dingue quand on entend ça, hein. Alors, c'était il y a un peu plus de 30 ans, mais quand même, c'est juste fou. Donc ça questionne aussi, hein, mon rapport à la féminité et à la femme de manière générale, hein, plutôt à la femme, j'ai envie de dire. Et je me souviens aussi que je m'étais forgé un personnage très condescendant, parce qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, ce que je peux analyser, c'est combien une femme était peu considérée et donc c'est comme si j'avais eu besoin de me réapproprier les qualités masculines dans le faire, dans la capacité à montrer certaines choses, même dans alors la douceur à l'époque, absolument pas, à nouveau, faisait pas partie du lot. Et je me souviens parce que je me rappelle de la tête du gars en face de moi. J'étais à Paris, il y avait une réunion de toutes les filiales et je pense un nouveau directeur marketing commercial, je ne sais plus, international. Et la manière dont je lui ai parlé, mais ça parlait juste de mon insécurité, heu, le côté tranchant, lui disant qui j'étais, le côté condescendant, ben, ça parlait bien de ma difficulté à connecter à cette douceur et à ce côté. Il y avait pas de place pour ça. Alors peut-être qu'il y en avait pas dans cet environnement-là, mais moi j'avais tellement pas appris, c'était juste pas possible. Alors on est sur un podcast, donc je sais pas te montrer des photos, mais aujourd'hui je me marre quand je vois les photos. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la rigidité et il y a pas une once de féminité, de douceur. Je portais des tailleurs pantalons comme les mecs, hein. J'étais féminin avec des jolis foulards Hermès, mais quand même, c'était à l'époque, quoi. Bon, voilà, c'est assez amusant et d'ailleurs, je pense que à l'époque, enfin, je pense pas, on me l'a dit, il y a eu un moment où j'ai eu une équipe de je sais plus combien de personnes, mais une petite dizaine si je me souviens bien. J'étais dans ce côté très tranchant, fer, cinglant, il y avait pas d'autorisation de ma part et pas cette capacité de montrer, quoi que ce soit comme vulnérabilité. Alors qu'aujourd'hui et ça a été un vrai chemin, ça a été un vrai travail, ça a été, plusieurs étapes et je te dis pas que c'est nécessairement facile, mais aujourd'hui, combien j'ai lâché ça avec mon équipe et combien on est dans une relation de confiance et pas forcément alors si je trouve que je travaille aujourd'hui plus qu'avec des femmes, mais il y a eu, enfin en tout cas un homme à un moment donné. Et il n'y a pas eu de difficulté par rapport à ça, je veux dire. Il y avait plus cette question et il y a toujours pas cette question homme-femme ou femme-femme, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a une relation de confiance et qu'il y a la capacité à montrer cette vulnérabilité. Mon équipe sait et ça me rend humaine auprès d'eux et j'ai suffisamment de sécurité intérieure quand il y a des moments qui sont plus des moments insécures, alors peut-être pas des moments insécures, mais ou des moments où de flottement. Il y en a eu énormément ces dernières semaines, hem,
où j'ai été absolument authentique et tout à fait au clair avec elle. Et au contraire, ça a renforcé des liens, ça a renforcé un lien de confiance et elles me suivent. Ah et ça, c'est fabuleux. J'aurais absolument pas imaginé ça à l'époque. On pouvait absolument pas montrer, le moindre défaut, j'étais très connectée à la perfection, aux détails, je respirais pas. Moi, j'ai fait un burn-out à 33 ans, hein, 3 ans après avoir ouvert, même pas, hein, 2 ans après avoir mon magasin de décoration de cadeaux, ça, c'était juste après. Hem Alors c'est amusant aussi parce qu'à l'époque de mon magasin, mon père je me rappelle, m'a expliqué, il m'a dit: «Écoute, il faut que je te montre comment on endosse un chèque». Bon, c'est un détail, mais j'ai dit: «Mais papa, ça fait longtemps que je sais comment on fait». Même chose quand, on a mis en place les travaux du magasin et cetera. À un moment donné, j'ai demandé à mon père de venir parce que je n'étais pas prise au sérieux par les corps de métier. Hem Et donc c'était compliqué pour moi. Heu et je vois aujourd'hui, je fais la comparaison avec les travaux parce que, alors je suis plus âgée, plus mature, mais il y a aussi tout le travail que je fais sur moi. D'abord, dans les corps de métier que j'ai choisis pour ma maison il y a 3 ans, je les ai choisis avec intuition, ce que j'ai absolument pas fait à l'époque du magasin. J'ai senti pour voir comment ça se passait dans la relation, et je n'ai eu, aucun problème de cet ordre-là avec aucun corps de métier qui sont tous des hommes. Je réfléchis, est-ce que j'ai engagé une nana? Non, bah, parce que ça s'est pas mis. Hem, mais voilà, hein, et donc ça montre aussi, quelque chose qui vient de l'intérieur et pas forcément de l'extérieur. Parce que souvent on peut avoir tendance à dire que c'est à cause de l'autre. Moi, je pars du principe que, l'extérieur n'est jamais que le reflet de notre intérieur. Donc voilà, ça c'est vraiment, vraiment important, pour moi. Tout ce travail de développement personnel m'a permis de faire cette prise de conscience, mais il y a quand même eu un moment où j'ai basculé complètement sur le féminin. Alors complètement, parce que je me suis rendu compte que le côté féminin chez moi n'avait pas de place. Hem Et comme moi, dans mon histoire, le féminin, il est associé à la émotion, il y a eu une époque où, j'ai un petit peu, oublié comment me mettre en action, comment, ne pas rester uniquement dans ce féminin qui finalement était un féminin blessé, et qui est resté dans quelque chose de relativement soumis. Et c'est pas par hasard que c'est à ce moment-là que je me suis retrouvée dans une situation assez abusive au niveau de mon couple, que j'ai vécu du harcèlement en entreprise, que très souvent, et en tant qu'indépendante, en tant que travailleuse, autonome, parce que souvent on dit que c'est quand on est employé qu'on ne peut pas partir. Ben, moi je l'ai vécu, je ne l'ai pas vécu en tant qu'employée, mais je l'ai vécu en tant que travailleuse autonome. Donc j'ai dû lâcher, enfin j'ai choisi à un moment donné, parce que je me suis fait accompagner, de lâcher un énorme contrat, heu, en n'ayant, pas de filet de sécurité, mais je ne pouvais plus, c'était ça où j'allais mourir. Hem voilà, il y a eu, toute une série, de choses, et puis il y a encore aujourd'hui, hein, ce que j'entends de beaucoup de femmes, des postulats comme, une femme, elle ne peut pas réussir sans un homme en business. C'est amusant, hein, je pense à des collègues qui cherchaient absolument à s'associer avec un homme pour cette raison-là. Enfin moi, ça m'a toujours, assez interpellée. Combien de femmes me disent qu'elles font peur aux hommes, des femmes intelligentes? Moi, j'ai pas cette croyance-là, je vais t'en reparler. Certaines femmes me disent aussi: «Mais moi, je fais partie de leur tableau de chasse aux hommes». OK, on en reparle aussi. Mes collègues de bureau, féminines ou masculines, sont jaloux ou jalouses de moi. Il y a toute une série de postulats, et moi, je t'invite vraiment, c'est à changer ta perception. Mais ta perception, pas de la changer à l'extérieur, mais à l'intérieur. Alors, je te dis pas que tout ça est faux, évidemment, et c'est pas binaire, hein. Je dis souvent, c'est une expression que je prends souvent, mais je dis simplement qu'en te reconnectant à la sacrée nana en toi, tu peux te détacher de ces postulats. Hem, Parce que oui, une femme, elle peut réussir sans un homme business. J'en ai des tas d'exemples et je trouve qu'il y en a de plus en plus, et plus particulièrement aujourd'hui. Des femmes qui, au contraire, sont ouvertes à l'énergie du cœur et à l'ouverture du cœur, et qui fait que, leur business est vraiment très, très florissant. Hem Et j'ai aussi envie de te dire que peut-être tu ne fais pas peur aux hommes, et te questionner, est-ce que c'est pas ton côté yang, ton côté super masculin qui fait peur aux hommes? Hem, je pense à, ce qui me permet de dire ça, c'est, à la fois, les 3 ans d'école de présence thérapeutique avec Thierry Janssen, où il y a pas mal d'hommes,
qui ont effectivement exprimé que leur difficulté avec les femmes, c'était ça, et qu'ils avaient besoin d'avoir des femmes qui les accueillaient dans leur sensibilité à eux, et qui ne soient pas sur une forme de défensive sur ce côté ultra masculin, blindage, etc., parce qu'elles sont blessées et qu'elles répondent de cette manière-là. Alors, c'est plus subtil que ça, hein, mais voilà, il y a cet aspect-là des choses. Puis moi, j'ai envie de te dire aussi que si un homme a vraiment peur de toi, bah, c'est peut-être qu'il n'est pas le bon. Pourquoi est-ce que tu vas avoir en face de toi un homme qui n'a pas suffisamment d'estime de lui pour se dire qu'à un moment donné, vous pouvez co-construire quelque chose. Donc, euh, donc voilà, moi je t'invite à prendre soin, et on en reparlera beaucoup dans ce podcast. Ici, c'est un premier épisode. Comment tu peux prendre soin d'aborder avec ta vulnérabilité les personnes en face de toi, y compris les hommes, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau professionnel. Je te promets vraiment, pour l'avoir vécu et le vivre, que ça change énormément de choses. Parce qu'il y a pas, quand tu te connectes à ta vulnérabilité et à ce côté douceur, féminin, etc., il y a pas de, il y a de la co-construction, il n'y a pas euh, de jeu de pouvoir, ou en tout cas, il y en a nettement moins, où on s'en rend compte très, très vite. OK. Euh, voilà. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, mais apprends à identifier quelles sont tes valeurs, à repérer la personne en face de toi. Est-ce que ça fait partie de tes valeurs? Est-ce qu'elle communique sur tes valeurs? Écoute-toi, écoute ton intuition. Combien de fois, j'ai énormément travaillé les relations toxiques, ça fait partie d'une de mes spécialisations pendant tout un temps. Combien de fois j'entends des personnes à qui je pose la question, oui, mais avec cette personne-là, rappelle-toi vos premiers échanges. Est-ce que tu n'as pas eu ta petite voix qui t'a dit telle ou telle chose? Sans exception, tout le monde m'a dit oui. Ça, c'est l'intuition. L'intuition, c'est le féminin. Qu'est-ce qui fait que tu ne l'écoutes pas? Qu'est-ce qui fait que tu t'es pas fait suffisamment confiance? Voilà, il y a des tas de choses comme ça. Alors, même chose, tes collègues de bureau sont jalouses de toi. Moi, j'ai envie de te dire, et alors, en quoi ça te concerne? Qu'est-ce qui fait que tu es obligé de reprendre, que tu te sens obligé de reprendre ça sur tes épaules? Est-ce que c'est pas forcément de ta faute? Par contre, ça invite à vérifier ta posture. Est-ce que tu peux avoir, tu vois, je t'ai expliqué, pas par hasard, moi, dans quelle posture j'étais quand j'étais chez Christophe, là, du haut de mes 30 ans, là, avec tout le mal-être qui transpirait à travers ma condescendance. Est-ce que tu es dans une posture haute? Est-ce que tu es dans une posture basse? Où en es-tu dans ton humilité? Est-ce que tu as l'écoute de tes besoins, de tes collègues, de leur rythme, etc. Parce que ça joue énormément. Parfois, nos peurs et notre manière de fonctionner vont jouer sur notre posture, et c'est ça que l'autre repère, et qui peut faire que l'autre va se sentir en danger. Et si l'autre est également en insécurité, il y a quelque chose qui se joue au niveau du miroir. Moi, j'adore travailler sur les relations miroirs parce que ça nous donne tellement d'éléments, et ça me permet, moi, de revenir à ma propre puissance, parce que je ne peux pas travailler sur l'autre, mais je sais travailler sur moi. OK? Je te donne un exemple qui s'est passé aussi dans ma période de la trentaine. Euh, j'ai une bonne partie de ma vie de trentenaire était une partie de célibataire. Il se trouve qu'à l'époque, j'étais toute mince, toute mignonne, à 30 ans, hein, et j'attirais beaucoup d'hommes. Et ma terreur, c'était, en l'occurrence, quand j'ai eu un magasin de décoration cadeau et que je faisais des listes de mariage, bah, évidemment, j'avais des couples en face de moi, et ma terreur pendant tout un temps, c'était que la nana soit jalouse de moi. Et pas que là aussi, j'arrivais régulièrement dans des dîners où il y avait pas mal de couples, etc., et où je n'étais pas forcément bien vue par les femmes, et tout un chemin qui se mettait en place. Et parfois, j'avais des retours cinglants, hein, de femmes jalouses, effectivement. Et j'avais vraiment très, très peur. Et donc, je mettais des barrages, des règles à moi, hein. Je faisais très attention, je faisais un cinéma pas possible pour bien faire comprendre que je n'étais pas intéressée. Je veillais à parler autant de temps à madame, voire plus qu'à monsieur. Pouh, un truc prise de tête, tu vois. Et en fait, j'attirais juste ce que mon énergie était en train de vibrer. Cette peur-là, elle venait de l'intérieur. Et donc, évidemment, j'assistais à des scènes, des nanas qui faisaient des remarques, et j'attirais ça. Le jour où j'ai lâché ça en me disant, mais en fait, je m'en fous.
je suis complètement naturelle. Et moi, dans mon côté naturel, je parle pas plus à un homme qu'à une femme. Je parle à, tu me connais, hein, j'ai un côté authentique, pas un côté, pas un côté très authentique. Euh, et, et quand je me suis euh, accueillie là-dedans, ben, il n'y a plus du tout cette difficulté-là, ou en tout cas de manière beaucoup plus rare. Voilà. Euh, J'ai très envie de te parler de multifacettes de l'énergie féminine et de cette essence sacrée, mais je vais le faire dans le prochain épisode parce que je me rends compte que là, on a déjà fait un certain tour au niveau de mon histoire. Donc, je te retrouve dans l'épisode prochain pour que je puisse vraiment te parler plus en détail de mais qu'est-ce que c'est que finalement cette énergie féminine sacrée, en quoi ça consiste, comment tu peux la développer. Je te reparle de ça tout de suite. On se retrouve dans le prochain épisode. Alors, si tu as aimé ce que tu viens d'entendre et que tu veux découvrir l'univers de la Sacrée Nana et révéler la Sacrée Nana en toi, eh bien, je t'invite à télécharger gratuitement le livret que j'ai conçu à cet effet. C'est un livret qui s'appelle « Aligner ses multifacettes » et tu peux l'obtenir gratuitement via le lien www.emotif-talentueux.com/sacrée-nana. Je répète, www.emotif au pluriel talentueux avec un X au pluriel également.com/sacrée-nana. À tout bientôt!